Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être revenus de votre déjeuner pour cette première table ronde de l'après-midi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sobriété collective et comment allons-nous parvenir à cette sobriété collective. Alors combien d'individus se préoccupaient de leur consommation d'énergie avant qu'on ne tire la sonnette d'alarme ces derniers mois? Qui, dans la salle, parmi vous, prêtait attention à ne pas dépasser les 19 degrés dans son salon? Je vois pas de main levée, mais... ah, il y en avait quand même. Après l'ébriété, l'heure est donc à la sobriété énergétique. Ce concept, qui a vocation à provoquer l'action aussi bien que la réflexion, a été largement mis sur le devant de la scène ces derniers mois. Preuve en est, la France a présenté son plan de sobriété énergétique en octobre pour inciter citoyens et citoyennes à agir, notamment pour consommer moins et mieux. L'objectif, sortir de notre dépendance aux énergies fossiles et réduire de 40% notre consommation d'énergie d'ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Alors pour discuter de ce que nous pouvons faire collectivement pour avancer sur le chemin de la sobriété énergétique, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Regnault, directrice grand public d'Engie. Bonjour Céline. Léa Zaslawski, cofondatrice de Make Sense. Bonjour à tous. Et Susanna Stamirovska, CEO de la Pastech, de la Deep Tech Pathway. Bonjour. Merci à toutes les trois d'être avec nous aujourd'hui pour parler de sobriété collective. Alors une première question qui s'adresse peut-être à vous Léa. Qu'est-ce que la sobriété et en quoi est-ce différent de l'efficacité énergétique ? Donc bonjour à tous, Léa Zaslawski. Moi j'ai cofondé Make Sense, qui est un écosystème associatif qui redonne le pouvoir d'agir à tous et donc qui va travailler avec des citoyens, des entrepreneurs et des organisations pour une transition durable et sociale. Et l'enjeu de la sobriété est au cœur notamment des actions qu'on a pu mener ces derniers mois, parce qu'en effet on a beaucoup parlé de l'efficacité, du fait que grâce à la technologie on pouvait réduire la consommation d'énergie d'un certain nombre de services. Sauf que depuis le 19e siècle a quand même été théorisé l'effet rebond, comme quoi à chaque fois qu'une technologie gagnait en efficacité, sa consommation totale énergétique augmentait. Donc c'est le cas dans plein de secteurs. Par exemple, si on prend des choses basiques comme les frigidaires, au début du siècle, les frigidaires étaient extrêmement énergivores, sauf qu'en fait, il y en avait très peu. Aujourd'hui, ils consomment très peu, mais il y en a des milliards. Et donc, en réalité, la consommation totale des frigidaires a augmenté. C'est le cas aussi du transport aérien. Donc, par exemple, un passager n'a jamais aussi peu consommé d'émissions CO2. Par exemple, sur EasyJet, c'est 77 grammes de CO2 par passager. En 2020, c'était 80 il y a 10 ans, c'était 90 il y a 20 ans. Sauf qu'en réalité, les émissions de la compagnie ont explosé parce qu'en parallèle, le nombre de passagers a augmenté. Et donc c'est pour ça que l'enjeu aujourd'hui, il est évidemment de travailler sur la question de l'efficacité de nos technologies, mais ça ne va pas être suffisant. Et il faut aussi travailler sur la question de la sobriété, donc la retenue, le fait de consommer moins véritablement de services pour être et respecter les limites planétaires. Et alors, vous avez lancé avec Make Sense un guide, un site qui s'appelle Paumé dans ma sobriété, pour accompagner donc les gens à être plus sobres. Quels sont les grands leviers aujourd'hui pour pousser citoyens et citoyennes à l'action? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Oui, en effet, on a lancé un site Paumé dans ma sobriété parce que du coup, le gouvernement a lancé toute une campagne sur la sobriété. Puis tout le monde était là, mais c'est quoi ce mot, ce nouvel élément de langage? De quoi on parle? Ça veut dire quoi être sobre? Donc ok, on a compris les 19 degrés dans son salon pour pas voir sa facture exploser. Mais sinon, moi, en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire? Surtout que quand on regarde les études, il y a quand même on nous dit qu'on a une marge de manœuvre jusqu'à 25% et qu'à 75%, en réalité, la consommation est liée à un écosystème et un système, notamment sur lequel on n'a pas forcément la main en tant que citoyen. Et donc, on a voulu, à toutes ces personnes qui nous disaient « mais moi, j'ai envie d'agir », et donc de leur redonner le pouvoir d'agir, leur montrer quelles pouvaient être les actions qu'ils pouvaient faire. Et donc, elles sont évidemment à titre individuel, réduire ses voyages en avion, réduire sa consommation de viande animale, mais c'est aussi s'engager, s'inscrire dans les collectifs, justement pour ne pas uniquement se limiter à son impact individuel, mais aussi créer ces effets d'entraînement qui sont absolument nécessaires et significatifs pour lutter aussi contre le triangle de l'inaction. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde dit bah oui, mais en fait, c'est pas à nous, citoyens, de baisser notre consommation, c'est au gouvernement de légiférer. Oui, mais c'est pas au gouvernement de légiférer, c'est aussi aux entreprises de produire différemment. Et tout le monde se renvoie la balle en disant c'est les consommateurs, c'est les producteurs, c'est le gouvernement. Nous, on croit que c'est tout le monde, que c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est vraiment et. Et du coup, il faut pouvoir permettre à des citoyens qui sont consommateurs, qui sont électeurs, qui sont salariés, qui sont dirigeants, de pouvoir agir dans toutes leurs facettes. Et donc, évidemment, dans leur quotidien, mais aussi dans leur entreprise et aussi auprès d'un certain nombre d'initiatives.
Et alors juste pour faire un petit point data sur le fait que c'est effectivement quelque chose qui est plutôt collectif, il y a une étude de Carbone 4 qui estime que pour qu'on arrive à la neutralité carbone, vraiment ça repose à 25% sur les citoyens et à 75% sur effectivement les collectivités et les entreprises. Qui sont pilotés par des citoyens. Et c'est là où c'est aussi intéressant. Et alors pour passer aussi sur le volet action, ça peut paraître antinomique pour un fournisseur d'énergie d'accompagner ses clients vers plus de sobriété, mais c'est pourtant ce que vous faites depuis quelques années déjà chez Engie. Comment et pourquoi était-ce important pour Engie d'accompagner ses clients et ses clientes sur ce chemin-là ? Alors effectivement, c'est complètement antinomique de se dire qu'un producteur, un fournisseur d'énergie va inciter ses consommateurs à ne pas consommer son produit. Et pourtant, effectivement, c'est ce qu'on fait, et ce qu'on fait depuis des années, depuis des décennies même, en accompagnant nos clients à consommer moins, à consommer mieux et à agir vraiment sur leur consommation d'énergie. Et on le fait parce qu'on est convaincu qu'on a une responsabilité, un devoir de réduire la consommation d'énergie pour préserver l'environnement. Et on a un devoir aussi d'accompagner les consommateurs, parce que dire je vais réduire ma consommation d'énergie pour préserver l'environnement, c'est bien, mais si je suis complètement paumé, comme l'évoquait Léa, eh bien ça ne sert à rien. Et l'objectif, c'est de les accompagner pour réduire la consommation d'énergie, savoir comment le faire, tout en préservant leur confort et en préservant leur budget. Et on le fait depuis des dizaines d'années. Et je vous citerai pas tous les exemples de tout ce qu'on a fait, mais juste quelques exemples. Ça fait déjà 7 ans qu'on propose aux consommateurs une électricité verte qui leur permet, tout en continuant à consommer de la même manière, à consommer moins de carbone. On leur propose également, depuis 5 ans, on a un slogan qui s'appelle « J'agis avec Engie » pour leur donner justement les moyens concrets, prendre le pouvoir sur leur consommation d'énergie. Et il y a maintenant presque 3 ans, on a lancé Mon programme pour agir, qui permet de récompenser les clients qui vont s'informer, réduire leur consommation d'énergie et via des kilo-actes, les inciter ensuite à investir dans des projets écologiques et solidaires. Et ainsi, on crée une boucle vertueuse d'action. Ce sont des petits gestes. Alors, on peut se dire que ce n'est pas suffisant, mais on est convaincu que chaque geste compte. Et c'est l'accumulation de ces petits gestes qui fera qu'on arrivera à cette fameuse sobriété collective que vous évoquez. Et alors, on évoquait un chiffre quand on préparait cette table ronde sur le fait que les personnes qui s'intéressent évidemment à leur consommation énergétique sont celles et ceux qui font les efforts. Et quel est le chiffre de la baisse de consommation énergétique de ces gens ? Nous, je ne donnerai pas un chiffre Engie, mais plutôt un chiffre de l'ADEME qui concerne tous les Français. Selon l'ADEME, les consommateurs qui suivent leur consommation d'énergie de manière régulière réalisent jusqu'à 7% d'économie d'énergie en moyenne. Et ce que nous, on constate chez Engie, c'est que ces derniers mois, il y a une très forte croissance de la consultation notamment de nos services qui s'appelle Maconso. On a gagné en l'espace de 6 mois plus d'1 million d'utilisateurs du service Maconso. Donc on n'est pas en capacité aujourd'hui de donner les chiffres exacts de cet impact, mais on sait que c'est un cercle vertueux qu'on est en train de créer par cette nouvelle prise de conscience collective. Et alors vous, Susanna, vous avez créé une société qui analyse la data pour aider les entreprises à faire mieux avec moins, grosso modo, ou en tout cas avec ce qu'elles ont déjà. Comment est-ce que l'IA peut aider dans une stratégie de sobriété ? Tout à fait. Donc en fait, Pathway, c'est une carte de programmation et de traitement des données qui permet à tirer de la valeur à partir des données, et surtout en temps réel. Donc comme ça, on peut se rendre compte, par exemple, combien on consomme et comprendre vraiment à quoi ressemble un processus pour pouvoir l'améliorer. Donc notamment, nos clients chez Pathway sont souvent les logisticiens, les grandes sociétés de transport. Et pour eux, se rendre compte à quoi ressemble le processus, ça leur donne en fait une conscience sur ce qu'on peut améliorer pour aussi réduire leurs impacts. Et là, si on parle du transport maritime, les enjeux sont énormes, puisque plus de 80% de tout le commerce international passe par les bateaux. Donc en fait, même si on est capable de réduire changer quelque chose de très petit, les retombées sont énormes juste par l'échelle des opérations. Donc pour vous donner quelques chiffres, en fait, juste le transport maritime produit les émissions de CO2 qui sont comparables à l'Allemagne. Et en termes des pollutions d'oxyde de sulfure et de nitrogène, c'est comparable aux États-Unis. Donc c'est quand même assez important. Et alors votre objectif, donc, c'est vraiment d'agir sur... vous êtes concentré sur les flux de transport maritime. Quels sont vos objectifs avec Pathway ? Bon,
en fait, déjà, on veut que les gens soient capables à contrôler, utiliser les données pour informer leurs décisions. Donc, y compris les décisions qui peuvent avoir des conséquences pour nous, pour nos enfants et pour notre environnement. Personnellement, donc là, c'est pas forcément l'objectif de la société, mais c'est mon objectif, ce serait de pouvoir traiter les données de moins de 10% de tous les containers transportés avec Pathway pour pouvoir vraiment dire qu'on avait un impact sur la prise de décision dans le transport et dans le supply chain. Et alors vous, l'idée c'est quand même de donner aux entreprises des outils de pilotage pour faire mieux avec ce qu'ils ont déjà, donc pour améliorer l'existant. Est-ce que la sobriété passe aussi par ça, par améliorer l'existant et ce qui existe déjà? Je pense que ce sont les moyens à faire une différence rapidement. Parce qu'on peut, par exemple, dépenser de l'argent sur des nouveaux navires. C'est possible, ça se fait. En fait, il y a des efforts à applaudir qui sont faits par CMA-CGM, l'armateur français. Mais en fait, le temps entre un changement d'une grande technologie et c'est quand même les échelles temporelles qui sont assez longues, alors qu'avec data, on peut trouver des petites améliorations, même pareil comme pour les consommateurs. Rien ne se rend compte combien on consomme, cela nous permet à réduire, en fait, à voir où ça sera plus simple. Et c'est cette capacité à voir, ok, ici en fait je pollue plus ou j'utilise pas suffisamment mes actifs, j'ai pas besoin d'acheter plus, j'ai pas besoin de produire plus parce qu'en fait j'en ai ailleurs. C'est une prise de conscience, encore une fois, qui permet à limiter l'impact, mais immédiatement. Mais il faut être conscient, il faut vraiment, ça passe par les données existent. Nous, on dit que chaque point de data qui est quelque part dans un entrepôt de données qui n'est pas utilisé pour comprendre ce qui se passe, c'est aussi une perte. Donc il faut le faire. Et c'est pour pouvoir agir immédiatement avec ce qu'on a déjà. Et comment ça se passe? Oui, mais je rejoins complètement ce que dit Susanna. Effectivement, la manière la plus simple et la plus rapide d'agir, c'est d'optimiser l'existant. On peut toujours créer du nouveau, mais ça prendra plus de temps. Et quand on parle de consommation d'énergie chez les particuliers, optimiser, ça veut dire d'abord comprendre sa consommation. C'est exactement finalement le pendant de ce qu'on peut faire sur les containers. D'abord, par exemple, chez Engie, on envoie à nos clients tous les mois un bilan de consommation d'énergie qui va leur dire comment ils se situent par rapport aux autres foyers, qui leur donne des premiers éco-gestes. Voilà, on l'évoquait tout à l'heure, mais il y en a encore beaucoup de consommateurs qui ne savent pas que réduire d'1 degré son chauffage, c'est 7% d'économie sur sa facture. Qu'on peut également réduire la température de son ballon d'eau chaude. Donc en gros, c'est comprendre, avoir une première idée des petites actions qu'on peut faire, et puis aussi piloter. Et ça, c'est ce qu'on propose. Et alors d'ailleurs, vous pourrez le voir, on a un stand qui montre notamment une offre qui s'appelle Mon pilotage élec, et qui permet, sur la base d'un système électrique existant, de piloter son chauffage, de piloter son confort, mais aussi son budget, sa consommation d'énergie, et de faire des économies. Et ça, effectivement, ça permet d'optimiser cet existant assez simplement. Alors, dans certains cas, si on veut aller en faire plus, il faut aller plus loin, il faut transformer. Dans le monde de l'énergie, on appelle ça la rénovation énergétique. Et là, on accompagne également les clients, par exemple, à installer une pompe à chaleur, installer des panneaux solaires. Mais effectivement, dans ce cas-là, le temps est plus long. Donc, on aura un impact plus fort, mais avec un investissement plus important. Et là, peut-être pour rebondir aussi sur cette question du monitoring et de la donnée, un point qui est important, c'est évidemment de comprendre, de monitorer, mais c'est aussi de se fixer des objectifs. Encore une fois, si je reviens sur mon effet rebond, on a aussi démontré que, par exemple, quand on accroissait l'isolation, on améliorait l'isolation des bâtiments, du coup les personnes faisaient des économies d'énergie, et donc en fait ce gain était reporté sur d'autres consommations, par exemple acheter une seconde voiture. Et que donc en fait au niveau du foyer, la consommation énergétique n'était pas forcément améliorée, même si on prend une seule verticale et qu'on a uniquement la vision consommation électrique, il y a une amélioration. Et c'est pour ça que c'est hyper important de penser la question de la sobriété. Einstein disait les changements extérieurs commencent toujours par des changements intérieurs et par qu'est-ce qu'on a envie aussi, à quoi on aspire, à quoi on désire comme société, et de façon hyper holistique. Parce que si on regarde les chaînes de valeur de façon uniquement silotée, on va faire des économies quelque part qui vont en fait être annulées par ailleurs. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de penser de façon globale. et alors sur Paumé dans ma sobriété, est-ce qu'il y a des contenus en particulier qui sont plus lus que d'autres? Vers quoi vont les gens? De quoi est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui? Ouais, il y a eu plus de 30 000 visiteurs, on a fait une vingtaine d'articles et on a fait un partenariat avec le Média Vert aussi sur un mois qu'on a fait Sober January, pas uniquement sur l'alcool mais sur justement tous les pans de la vie.
Les contenus les plus vus, c'est quels sont les petits gestes justement qui ont un vrai effet d'échelle. Et donc c'est là où en effet un voyage alimentation, c'est le premier post sur lesquels les citoyens peuvent agir. Mais un des contenus aussi qui a été le plus vu, c'est quoi je sais plus exactement comment il se formule, mais sur quoi il y a pas de, sur quoi je peux être abondant, sur quoi j'ai pas besoin d'être sobre. Et en fait, et c'est notamment tout le discours de Pierre Rabhi qui a été un des premiers à démocratiser aussi ces questions de sobriété et de sobriété heureuse, c'est qu'en fait on voit la question de la sobriété comme il faut moins, ça va être moins bien, on va être dans une caverne et ça va être horrible, alors que la sobriété peut être libératrice, être moins dépendante aussi d'énergie, c'est au niveau sociétal, géopolitique, pouvoir être beaucoup plus libre, et au niveau individuel aussi, c'est émancipateur. Et donc revenir à, en fait c'est quoi l'abondance, même si je réduis ma consommation énergétique, de quoi je peux faire preuve d'abondance, de relations sociales, de liens, etc. Et alors, on parlait justement de retrouver aussi une espèce de souveraineté. Est-ce que la sobriété, elle peut passer par la souveraineté de nos approvisionnements énergétiques, par la proportion de l'énergie qu'on consomme qui vient de chez nous, sans avoir à l'importer? Parce que pour rappel, en 2019, la France a importé pour 44 milliards d'euros d'énergie, autant de capital qui n'est donc pas réinvesti sur le territoire. Alors oui, la sobriété énergétique, ça passe par le consommer moins, on en a beaucoup parlé, mais aussi le consommer mieux. Et dans le consommer mieux, effectivement, c'est d'encourager la production et la consommation à un niveau local. Alors c'est ce qu'on fait chez Engie en soutenant les filières de production locale en France d'énergie renouvelable. Et donc, on propose déjà depuis plus de 2 ans à nos clients de souscrire des options ELEC Vert Plus ou options Gaz Vert Plus qui permettent d'être fournis pour toute ou partie de son énergie sur la base de ces sites de production en France. Mais on pense aussi à l'avenir, et l'avenir, ça peut être aussi des communautés d'énergétiques renouvelables dans lesquelles, finalement, on va avoir des écoquartiers qui vont produire leur propre énergie, la partager et petit à petit arriver finalement à une autonomie dans leur consommation d'énergie. Sur la souveraineté, Léa? Oui, complètement. Pour moi, l'enjeu, il est vraiment de pouvoir défendre nos modes de vie, défendre aussi nos démocraties, défendre des positions politiques quand aujourd'hui on est complètement dépendant d'exportations de pays qui ne partagent pas forcément nos convictions en termes de démocratie. Et on a besoin, je pense, c'est pour ça de la sobriété, de nous apporter cette émancipation, de pouvoir reprendre notre destin en main et de qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme communauté aussi de vie et de destin plus tard. Donc pour moi, c'est d'autant plus important aussi, les consommateurs ont un rôle à jouer en disant voilà le type d'énergie que je veux, voilà pourquoi c'est important la souveraineté. Mais si on n'arrive pas à globalement réduire entreprises, citoyens, administration ensemble, on va continuer à être dépendant de justement d'autres sources qui aujourd'hui ne sont ni durables pour la planète, ni socialement, selon moi, acceptables. Et alors, on parlait de communauté énergétique. Aujourd'hui, est-ce que, puisque la loi a changé, est-ce que c'est possible d'acheter et de revendre l'énergie entre citoyens et avec ses voisins et voisines? Alors, on ne va pas vous dire que c'est simple. Honnêtement, les pouvoirs publics ne rendent pas la vie facile. On a autour ici dans la salle des personnes qui travaillent activement sur le sujet pour aller faire de l'influence positive pour assouplir les lois. Alors, j'ai pas regardé dans le détail la loi qui vient d'être publiée et qui doit accélérer justement tous nos énergies renouvelables et la possibilité justement d'aller vers ces nouveaux systèmes énergétiques. Mais aujourd'hui, chez Engie, c'est concret. C'est pas que du PowerPoint. On a une communauté qui a été créée sur l'île Dieu qui nous permet de tester. Alors tout le système, c'est comment réagit le consommateur, c'est quoi la technologie qu'il faut, le matériel. Comment est-ce que justement on équilibre entre sa production, sa consommation et une éventuelle revente ou partage d'énergie. Voilà, c'est encore assez complexe, mais on travaille activement sur le sujet, c'est concret et je vous encourage à aller voir ce qu'on fait sur l'île Dieu. Et peut-être aussi, on discutait tout à l'heure du fait que lorsqu'on commence à s'intéresser à sa consommation énergétique, de fait, on consomme moins. Peut-être que lorsqu'on commence à produire sa propre énergie et qu'on voit passer ce qui entre et ce qui sort, une fois qu'on est un peu plus conscient en fait de là d'où ça vient, peut-être qu'on consomme moins aussi. Alors je sais pas, j'imagine qu'on n'a pas de chiffres là-dessus. En tout cas, ce serait intéressant à regarder. Voilà, si jamais vous n'y pensiez pas, je vous le dis. Non, parce que c'est vrai qu'on est quand même, il faut le rappeler, dans une ère
anthropocène, où pour la première fois, les êtres humains ont un vrai effet sur la biodiversité. Et ce qu'on a un peu tendance à oublier, c'est d'où vient cette énergie. On a un peu perdu le lien entre ce qu'on consomme et la réalité matérielle, la réalité énergétique. Et bref, c'était une petite digression. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, il n'y a pas de question derrière. C'est pas grave. Et juste quand même pour rebondir, on parlait de data et d'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, les modèles prédictifs permettent d'être plus sobres aussi ou pas encore? On n'y est pas? C'est pas l'objectif? Oui, c'est tout à fait l'objectif. Donc, on vient de parler de la prise de conscience, de la compréhension de qu'est-ce qu'on fait, à quoi ressemble le processus, combien on consomme. Mais vraiment, il faut savoir comment orchestrer le processus pour trouver des économies, en fait, pour pouvoir optimiser. Donc, dans le transport, que j'aime beaucoup, dans le transport, on a par exemple la question des temps estimés d'arrivée. Donc, temps estimé d'arrivée, c'est important pour savoir en fait quand est-ce que notre colis va arriver chez nous pour ne pas rater le courrier. Mais c'est aussi important pour savoir à quel moment envoyer un camion dans un terminal pour qu'il n'y ait pas assez, en fait, trop de pollution dans les villes portuaires. En fait, ça permet à orchestrer toutes les actions dans les chaînes de transport et dans les chaînes logistiques. Ça impacte même la production, en fait. Donc, connaître les ETA, déjà pouvoir prévoir les ETA, ça peut nous permettre à être plus sobre puisque plus optimal. Après, il y a des choses qui sont liées à la prévision de la demande. Donc c'est la demande des biens de consommation, et une fois on peut prévoir la demande, il y a tout ce qui suit en fait, il y a des chaînes logistiques, il y a la production, mais on peut aussi parler de la prévision de la demande en termes d'énergie, et je crois que chez Engie en fait c'est un grand sujet. Oui, effectivement. Alors, merci Susanna, c'est vrai que c'est une bonne transition, c'est que à nouveau, la donnée, c'est hyper important. On fait rien, on prend pas conscience si on sait pas ce qu'on fait. C'est le basique même du lean management. Et donc le principe, c'est que de la même manière pour les particuliers, on commence par leur demander si on peut accéder à leurs données de consommation, et s'ils nous l'autorisent, on leur offre un suivi de consommation pour qu'ils prennent conscience. Puis sur la base de ces données, on commence à mettre en place des modèles de prédiction, et on peut les alerter. Les alerter notamment s'ils dérivent par rapport au budget qui s'était fixé. Nous, on appelle ça une mensualité. Et on va les alerter en disant attention, vous consommez plus que ce qui était prévu. Et donc après, il y a deux solutions. Soit vous êtes prêt à payer plus et vous adaptez à la hausse votre mensualité, soit on vous propose des conseils pour réduire votre consommation. Et effectivement, on va être dans cette boucle vertueuse qui fait que le fait d'être informé permet de prendre conscience, permet d'agir, et ensuite permet de créer ce cercle vertueux de sobriété et de pilotage sur toute sa consommation. C'est la consommation, et après, j'imagine, c'est aussi la production. Donc en fait, parce qu'il y a la question de l'orchestration de la grille électrique, des sources en fait qui aussi sont à prévoir deux fois, puisque si on parle des sources renouvelables, ça dépend quand même de la météo, ça dépend du vent. Donc oui, déjà, la donnée, entrer, et après il faut le traiter pour pouvoir comprendre et prévoir et agir dessus. Puisqu'en fait, sans action de notre part, rien ne va changer. On peut avoir pas toutes les données qu'on veut, tous les modèles de pointe, mais si nous, on n'agit pas là-dessus, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas d'effet. Et comment est-ce qu'on incite les gens à prendre des décisions, par exemple, vous alertez quand, alors je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais vous incitez à l'effacement énergétique, vous alertez peut-être quand il y a un pic de consommation dans une ville, dans un quartier, pour éviter, alors peut-être pas la coupure, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas vous incitez à l'effacement énergétique. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors déjà, la base chez Engie, c'est qu'on est convaincu que oui, on souhaite emmener nos clients et les accompagner pour consommer moins et mieux. Et pour cela, pour changer finalement ces habitudes de consommation, il faut qu'on leur propose des solutions qui soient très simples, très concrètes, qui puissent installer ça dans leur quotidien et qu'ils y trouvent un intérêt. Parce que si on n'y trouve pas d'intérêt personnel, on ne va pas agir. Au bout d'un moment, ok, on le fait parce qu'on se dit c'est bien, puis après on retombe vite dans son confort. Et donc c'est ce qu'on a mis en place par exemple avec mon bonus Engie, effectivement, où du fait des tensions qu'on a sur le système énergétique, on s'est dit finalement comment est-ce qu'on va inciter nos clients à réduire leur consommation électrique au moment où c'est la pointe, au moment où potentiellement il pourrait y avoir une tension sur le système. Et bien le principe, c'est qu'on le fait de manière très ludique. On leur propose un challenge, donc ils s'inscrivent à l'avance et on va leur dire alors tel jour, donc par exemple, il est possible que dans cette semaine, qui est une semaine de grand froid, on propose un challenge à nos clients et on va leur dire, voilà, votre objectif, c'est de consommer moins 15%, moins 10%. Si vous gagnez, vous allez
avoir des euros dans une cagnotte. Donc ils voient que pour eux c'est bon pour leur porte-monnaie, et puis pour nous c'est bon pour la planète et c'est bon pour le système énergétique. Alors il y a le côté ludique, mais est-ce que, on parlait Léa tout à l'heure du collectif et de l'importance du collectif dans la prise d'action. Comment est-ce que vous bossez sur ce sujet-là chez Make Sense, que ce soit sur la sobriété énergétique, mais sur tout un tas d'autres actions? Oui, on se rend compte, il y a 80% des gens qui veulent s'engager, qui veulent agir. La plupart des gens ont envie quand même de préserver la planète et d'être dans une société inclusive. Mais ils ne savent pas toujours par où commencer et qu'il y a 30% des gens qui s'engagent déjà à titre individuel. Et nous, on s'est beaucoup intéressé à ce gap, à dire quels étaient les freins justement à l'engagement et au passage à l'action. Et une des clés notamment c'est le collectif, c'est le fait de dire d'être entouré en effet d'autres personnes. C'est toujours plus facile de sauter d'une falaise à plusieurs et de se dire allez, avec l'émulation collective, on va éviter de faire ça quand même. Voilà. on va y aller ensemble. Et aussi c'est l'enjeu des petits pas. C'est là où les éco-gestes ont leur sens. Ils sont absolument insuffisants pour pouvoir transformer la société, mais ils sont nécessaires pour permettre à des personnes qui ont envie de s'engager de se mettre en action, de se mettre en mouvement. Et c'est ça la première marche qui est souvent la plus difficile à devenir. Et une fois que les personnes se sont mis en mouvement, qu'ils ont réussi que d'autres, ils n'étaient pas seuls, parce qu'on est un être éminemment social, on a besoin de la reconnaissance des autres, on a besoin de faire avec les autres, on a besoin de l'émulation et de l'énergie des autres. Et à partir du moment où il y a cet élan collectif, alors le collectif c'est dur aussi, hein, donc ça s'accompagne, parce que c'est de l'émulation, mais ça peut aussi être un frein. Et nous, l'enjeu, c'est de montrer comment cette coopération à plusieurs, elle est vraiment vertueuse, comment elle permet de démultiplier surtout l'action, en se disant, c'est pas 10 personnes, c'est pas 10 fois 1, mais c'est vraiment démultiplier. Et après, c'est comment on permet aux gens d'être des rôles modèles et donc d'inspirer autour d'eux. On se rend compte que le plus difficile, souvent, c'est de mobiliser ses proches, sa famille, ses amis. C'est plus facile d'aller voir des inconnus dans la rue et de leur proposer de les engager avec nous que d'aller voir ses proches, c'est quand même dingue. Et donc on travaille aussi beaucoup sur comment, une fois que tu es devenu un acteur, tu peux devenir en fait un rôle modèle et engager autour de toi pour créer cet effet d'entraînement que nous on appelle beaucoup l'effet boule de neige et auquel on croit beaucoup. Après, pour moi un des enjeux aussi, c'est comment on change les règles du jeu. C'est-à-dire que là, et je suis vraiment d'accord, il faut changer l'existant, il faut l'adapter, il faut voir ce qu'on peut faire. Pour autant, et c'est beaucoup Aurélien Barraud qui parle de ça, il dit si on ne change pas les règles du jeu, en fait, ça va être assez inutile et on va à un moment être confronté. Et donc l'enjeu, ça va quand même à un moment de se dire, encore une fois, de façon holistique, dans la société, sur quoi on veut être sobre, c'est quoi les services utiles. On peut peut-être pas tout faire et de se dire, c'est pas uniquement, encore une fois, réduire son chauffage ou, là, on est en train de parler de être au chaud, c'est quand même un élément vital. Et la différence aussi quand même entre la sobriété qui est choisie et la sobriété subie, c'est que la sobriété subie, ça s'appelle la pauvreté. Et pour moi, un des enjeux aussi majeurs, c'est comment on prend... pourquoi aussi une action collective est nécessaire, c'est qu'il y a des vrais choix de société, de se dire, il ne s'agit pas uniquement de choisir, moi je veux être sobre, moi je veux pas être sobre. On n'a pas le choix en termes de société de devenir plus sobre, et il ne faudrait pas que certains se soient subis et doivent choisir et doivent être à 12 degrés tout l'hiver, pendant que d'autres, ce ne soit pas le cas. Pour moi, on a les moyens sur la planète de pouvoir contenter tout le monde si on répartit bien aussi l'énergie. Et donc il y a un enjeu de répartition de richesse, qui n'est pas le sujet, mais je pense que c'est important quand on parle de sobriété de le mentionner. Et pour rebondir là-dessus, alors une question qu'on n'a pas du tout préparée. Mais est-ce que ce serait possible d'avoir différents tarifs énergétiques, on l'évoquait avec Léa pendant la préparation, selon l'usage qu'on en fait? C'est-à-dire que chauffer sa chambre, c'est tant du kilowattheure. Par contre, chauffer sa piscine, c'est tant. Ou pas? Alors je rêve d'un système énergétique où on pourrait tout piloter pièce par pièce, équipement par équipement. Aujourd'hui, c'est pas encore possible. On a des choses pour l'instant qui sont assez, on va dire, basiques. Déjà, la base, c'est de pouvoir avoir un tarif qui est différent en fonction de ses usages et notamment du moment où on consomme. Donc aujourd'hui, le classique, c'est les heures, en fonction de si on est sur des heures creuses ou des heures pleines, souvent qui sont associées au soir et au week-end. Et ça, c'est quand même important parce qu'il ne faut pas oublier que le week-end, c'est un moment où il y a moins de pics énergétiques parce que les industries ne fonctionnent pas. Que le soir, c'est un peu la même chose. Et que donc, effectivement, rien que le fait de positionner sa consommation d'énergie à ces moments-là, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le système et c'est bon pour le porte-monnaie. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus précisément dans ce pilotage. Donc, j'évoquais tout à l'heure mon pilotage ELEC. Là, on donne la possibilité au consommateur. Alors, ce n'est pas le tarif aujourd'hui qui lui permet ça, mais c'est l'équipement
connecté qui va lui permettre de piloter son confort et sa consommation d'énergie pièce par pièce. Et là, déjà, on rentre dans quelque chose, c'est quand même beaucoup plus fin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, telle chambre, elle n'est pas occupée, je la mets à 15 degrés. Telle chambre, moi, j'ai plutôt envie d'être à 18, puis le salon, je vais le mettre à 19 ou à 20. Et là, on commence à rentrer dans une programmation de sa propre consommation, une adaptation, et de choisir effectivement de ne pas avoir à choisir entre le confort et la sobriété, et de pouvoir justement adapter plus précisément sa consommation sans pour autant dire non à son confort. Voilà. Mais est-ce qu'il serait souhaitable ou pas du tout de se dire que l'énergie est taxée différemment selon l'usage qu'on en fait, en fait, selon qu'on répond avec elle à un besoin essentiel ou à un besoin de loisir? Alors, il est difficile et on pourrait passer des heures sur ce débat. Ce qui est important, c'est... alors, moi, je suis issue du marketing, et le marketing, c'est pouvoir regarder l'ensemble des consommateurs. Et on a toujours tendance à projeter ses propres usages. Et on a la chance, nous, d'être des privilégiés, des Parisiens qui vivons bien. On a des consommateurs qui, eux, sont dans des situations de précarité. Et quand on est dans un logement qui est mal isolé ou quand on n'a pas les moyens d'avoir un équipement énergétique qui est logotypé A, eh bien, oui, on va peut-être pas avoir une consommation vertueuse, mais on n'a pas le choix. Et c'est donc très difficile d'aller choisir des tarifs qui vont s'appliquer à tous les profils de consommateurs sans prendre en compte leur réalité économique. Donc nous, on est plutôt dans quelque chose à encourager, on va dire, la vertu, d'être sur le côté ludique, que chacun y trouve son intérêt, sans être dans un côté punitif. Et malheureusement, les taxes, ça peut le devenir. Donc vraiment, nous, notre enjeu, c'est d'accompagner, de faire que chacun s'y retrouve. Je dis souvent, il faut que ça soit bon pour le porte-monnaie, bon pour la planète et qu'on n'y perde pas son confort. Tout en sachant qu'aujourd'hui, il y a quelques aberrations parce que c'est moins cher le litre d'essence quand on remplit un jet privé et moins cher que quand on est à la pompe. Donc c'est-à-dire que le travailleur qui doit prendre sa voiture pour aller bosser va payer plus cher le litre que le milliardaire qui remplit son jet privé. Il y a quand même quelques espaces sur lesquels on a encore de la marge. Mais on ne peut rien y faire, nous, à notre échelle, sauf aller dans la rue. Et encore, c'est assez utile. On est quand même dans un contexte, justement, pour parler dans un contexte où on descend dans la rue, on est dans un contexte particulier qui nous a incité donc à plus de sobriété, que ce soit le contexte du conflit en Ukraine ou un contexte où le changement climatique est galopant. La sobriété permet vraiment de diminuer la dépendance à certaines ressources. Mais comment est-ce qu'on fait puisqu'aujourd'hui, elle est vraiment une réponse à une crise, à une espèce d'urgence. La sobriété, c'est presque un effort de guerre en ce moment. Comment est-ce qu'on fait pour que les modes de vie, les pratiques et vraiment les comportements changent durablement ? Alors moi, je peux évoquer ce qu'on fait chez Engie, mais je pense que c'est important de le voir du point de vue consommateur, citoyen. Chez Engie, notre conviction, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour changer les habitudes de manière durable, pour consommer moins, consommer mieux, il faut qu'on arrive à ancrer des choses très simples, très concrètes, et pour lesquelles chacun va y retrouver un intérêt. Une fois de plus, si c'est un effort qu'on doit fournir et qu'on ne voit pas trop ce qu'on y retrouve, on va le faire de manière provisoire, mais ça ne durera pas. Et c'est ce qu'on a tenté de faire justement avec mon programme pour agir, c'est ce côté ludique, de dire je vais faire des petits gestes. Alors on peut se dire ok c'est petit, mais chaque geste compte, petit geste après petit geste, on crée globalement une sobriété collective. Et si on l'ancre au quotidien avec des petites alertes, avec j'ai pas mon téléphone, mais on a tous le smartphone dans la main, on a l'application mobile, on a une notification qui va nous dire ah tiens, est-ce que tu as pensé à ça ? Si j'y retrouve que je suis récompensée, que je peux y voir un côté vertueux, je vais m'intéresser, investir dans des projets. Et bien là, oui, je peux l'ancrer durablement dans mon quotidien parce que j'y vois quelque chose d'intéressant pour moi. Pour moi, ça doit être joyeux et utile. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on soit sur des usages et des façons de vivre qui créent vraiment de la joie, du bien-être. Et qu'on arrive à pas justement être dans du punitif, mais vraiment dans quelque chose auquel on aspire. Et ensuite qu'on sente que c'est utile, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire d'avoir l'impression de mettre son chauffage à 19 degrés chez soi et puis de voir la fenêtre du voisin qui est ouverte. On se dit bon bah ok, en fait ça sert à rien ce que je fais. Donc là, il faut absolument qu'il y ait encore une fois ce sentiment d'utilité, ce sentiment qu'on y aille ensemble en tant que société et que ce soit pas uniquement la responsabilité de certains qui est beaucoup trop lourde à porter sur des épaules pour que ce soit durable. Et qu'au contraire ce soit un élan positif, joyeux,
enthousiasmant et pas une politique de bon bah les gars, en fait on va peut-être pas y arriver, on va peut-être pas pouvoir mettre de l'électricité dans les écoles, on va peut-être fermer les écoles. Donc en fait, évidemment, il faut faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le discours, il est sur la peur. On fait peur aux gens. On leur dit peut-être qu'on ne pourra pas tenir les hôpitaux pour que. Donc, il faut que vous fassiez tous un effort. Et il y a en fait trop d'aberrations aujourd'hui dans le discours politique aussi qu'on nous propose. Sur on laisse les publicités allumées, mais par contre, on dit qu'on va fermer les écoles. Évidemment, c'était un peu plus compliqué que ça, mais c'est ça que les gens retiennent. C'est pas ça forcément qui est dit, mais c'est ça que les gens retiennent. Et à partir du moment où on retient qu'il y a une aberration, ça peut pas être durable. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est qu'on nous propose vraiment aussi quelque chose de global, commun, et qui soit enthousiasmant, dans lequel en fait, on se dit pas, bah non, c'est une nouvelle loi, ou ah non, je vais payer trop cher. Mais au contraire, c'est ça le futur dans lequel j'ai envie d'être. Et je crois qu'on a tous à travailler sur ces récits, ces imaginaires. Effectivement, il nous faut des futurs souhaitables et pas des futurs qui nous semblent complètement inaccessibles. Une question sur... Mais on est très bon pour faire des films catastrophiques et cataclysmiques avec des zombies, des trucs, des inondations, ça on sait bien faire. Par contre, le film où tout le monde va bien avec un mode de société sobre, il y en a encore beaucoup trop peu en fait. Et il y a un vrai enjeu culturel d'arriver à montrer et à donner envie. Et alors, Susanna, comment est-ce que vous disiez, vous, avoir envie que votre solution soit utilisée pour 10% du transport maritime? Est-ce que vous pensez vraiment que votre solution va permettre plus de sobriété et peut-être moins d'échanges inutiles, moins de conteneurs utilisés? Quel peut être l'impact vraiment de votre solution? Donc l'impact qu'on voit déjà avec nos clients, que c'est par exemple, ils pensaient qu'il fallait acheter plus de containers et finalement ils n'en ont pas besoin. Donc c'est juste l'optimisation des ressources, dans le sens où on se rend compte combien on a, on se rend compte combien d'actifs, combien de choses on peut avoir qui ne sont pas utilisées. Donc du coup c'est une perte qui est réalisée et ça ne sert à rien de produire plus et acheter plus si on n'en a pas besoin. Et on peut faire mieux puisqu'en fait on peut optimiser des opérations et si par exemple on fait des échanges dans les supply chains, si on fait des livraisons d'une meilleure façon, on va consommer moins. Mais aussi quelque chose qui est très intéressant quand on voit chez nos clients, c'est que maintenant vraiment les industriels ils poussent sur les logisticiens et c'est aussi important maintenant pour les logisticiens vraiment de voir et calculer l'impact des chaînes de transport et des supply chains. Donc en fait c'est une chaîne un peu de puissance qui est générée par les consommateurs, puisque quand les consommateurs s'intéressent par exemple à l'impact qui est créé par l'impact négatif, je parle. D'un meuble chez Ikea, Ikea le prend en compte, déjà ils sont assez engagés et c'est quelque chose qu'ils vont mettre dans leur appel d'offres quand ils demandent les services logistiques. Donc du coup on voit maintenant toute l'industrie qui se tourne vers les indicateurs de l'impact. En plus il y a le régulateur aussi, donc il y a par exemple l'Union européenne qui a demandé une décarbonation importante qui a fixé en fait des cibles en termes de réduction de pollution par l'industrie maritime. Mais du coup, en fait, l'impact ou les demandes que nous on peut faire en fait auprès des marques qu'on achète, ça se transmet ensuite en fait sur des chaînes de production. Ça va impacter les décisions qui seront prises au niveau plus global. En fait, on peut changer beaucoup juste en étant assez exigeant envers des marques qui nous vendent des produits ou services. Et donc là, c'est bien à notre niveau de consommateurs et consommatrices que ça se joue. Une dernière question, il nous reste 2 minutes. Et pourtant, on a des choses à dire. On parle de sobriété, mais quelle est l'étape d'après? Quand on aura fini cette transition, alors on ne sait pas dans combien de temps elle sera, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, est-ce que la satiété et l'étape suivante, consommer juste, ne pas consommer plus que ce dont on a besoin? Alors, à nouveau, c'est très difficile, on n'a pas de boule de cristal et je pense que c'est très complexe de se projeter sur le secteur de l'énergie. Qui aurait prédit il y a 2 ans qu'on aurait une telle hausse des prix? Qui aurait prédit le conflit en Ukraine, etc. Donc c'est difficile de se projeter. Pour autant, chez Engie, on n'a pas attendu cette crise pour agir et on est convaincu que déjà c'est un mouvement de long terme. C'est pour ça qu'on a commencé déjà il y a plusieurs années. Et que ce qui est important, c'est d'ancrer le consommer moins, le consommer mieux. Et qu'on réussira à l'ancrer par des choses très simples, si on arrive vraiment à le mettre, comme on disait, joyeux et utile, concret, simple, dans le quotidien des Français.
Et donc ça va petit à petit nous amener effectivement à un monde où on va consommer de moins en moins, de mieux en mieux. Pourquoi pas la satiété à un moment donné? Mais en fait, la réalité, elle va être probablement très différente en fonction justement des consommateurs. Je l'évoquais tout à l'heure, il faut qu'on prenne en compte les différents profils. Si on est locataire d'un petit appartement sur Paris, a priori, on va devoir se limiter à des éco-gestes. En revanche, si on est dans d'autres zones, qu'on a une maison individuelle, qu'on peut être dans un éco-quartier, là, on peut amener effectivement, parce qu'on évoquait tout à l'heure, des communautés d'énergie renouvelable où on va produire soi-même et consommer sa propre énergie et finalement pouvoir être en toute autonomie, donc arriver à satiété, comme vous l'évoquez. La satiété, un objectif de société? Non, moi je crois que c'est l'abondance, mais c'est sur quoi on est sobre et sur quoi on est abondant. Et au contraire, moi, je rêve d'abondance. Mais par exemple, aux États-Unis, alors que le PIB a continué à augmenter ces 10 dernières années, il y a 2 chiffres qui ont été réduits chez les jeunes. C'est le temps de sommeil et le temps de lien social. Parce qu'ils sont de plus en plus sur des jeux vidéo. Donc moi, j'ai envie de dire abondance de sommeil, abondance de liens et de moments collectifs, abondance d'éducation, abondance de moments de plaisir. Et je pense que, justement, moi, j'ai envie qu'on rêve d'un monde d'abondance. C'est juste sur quoi on est sobre. Et sur quoi, au contraire, on se lâche, quoi. Bien plus qu'aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes les 3. Donc ça restera peut-être le mot de la fin, effectivement. Pas de satiété, mais de l'abondance et surtout des futurs désirables. C'est ce qu'on se souhaite. Merci à toutes les 3. Merci. Et bon après-midi.